Les contes de fées, c'est pas des histoires pour enfants. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les contes des frères Grimm. Peut-être comme moi que vous aimiez ça aussi. Je sais pas si c'était vos préférés, mais moi, c'était les frères Grimm. J'adorais ça en particulier parce que ça avait un côté complètement disjoncté, puis un côté aussi inquiétant et cruel, je dois l'admettre. Il y avait des tonnes d'affaires là-dedans à laquelle mon imagination était sensible, mais qui me dépassaient en même temps. Je parle de tout ça parce que, peut-être que vous avez vu dans les nouvelles qu'il y a une énorme polémique pour faire changement autour de ce qu'on appelle à notre triste époque des propriétés intellectuelles, en l'occurrence Blanche-Neige. Blanche-Neige, dont Disney a préparé un remake, je n'ai pas vérifié s'il était sorti, mais ont annoncé un remake dans lequel il n'y a plus de prince charmant et, Blanche-Neige est jouée par une Espagnole ou quelque chose comme ça, et il n'y a plus de nains. Bon, la partie espagnole, je m'en fous un peu honnêtement, mais c'est ça, il n'y a plus de prince charmant, puis les 7 nains ont été remplacés par 7 non-nains issus de la diversité. Puis ça fait réagir bien des gens, et moi, en ce qui me concerne, ma contribution à la conversation, parce que je pense quand même que c'est un sujet beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait croire. Ma contribution, ça va être, je vais la lire, moi, Blanche-Neige. J'ai une version ici dans les contes les recueils de Grunt, là, les collections de contes Grunt, une formidable édition d'Europe de l'Est. La nouvelle fait 7 pages, puis je vais vous dire, moi, comment est-ce que je l'interprète. Parce que le problème que les studios Disney, apparemment, ont perçu, c'est que c'était une justification patriarcale pour l'exploitation. Je veux dire, il y avait des raisons idéologiques, là, politiques, comme ça. Mais, à mon avis, c'est complètement manqué le bateau par rapport à quoi ça sert, les contes de fées. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas des contes pour enfants. Les enfants sont sensibles à ça. Mais ce que je pense que c'est des récits qui parlent directement à notre irrationnel. Puis notre irrationnel, fondamentalement, c'est la partie avec laquelle on doit entrer en contact pour devenir un individu. Essentiellement. Je fais une version extraordinairement simplifiée de psychologie jungienne. Donc, je suis pas un expert sur Jung, mais le processus d'individuation, c'est un vrai truc. Ça, je peux le confirmer. Puis, que le cœur du processus d'individuation soit une question du rationnel qui entre en relation avec l'irrationnel. Moi, je pense qu'il y a des fortes raisons de croire que c'est exactement ça l'idée en général. Puis, je pense que c'est ça, en fait, que Blanche-Neige raconte, mais je pense que ça raconte pas que ça, que ça rajoute quelque chose, ça raconte quelque chose d'encore plus profond que ça. Ce qu'on pourrait appeler, chez les bouddhistes, l'éveil ou quelque chose comme ça, peut-être d'une certaine manière, mais qui est essentiellement l'histoire de comment Dieu, endormi dans la matière, se réveille à lui-même. Ce dont parle Blanche-Neige, à mon avis, puis je vais en parler au fur et à mesure en lisant le texte, c'est, d'après moi, c'est une des questions fondamentales de Heidegger, ou c'est une des observations fondamentales du fameux philosophe Heidegger, qui est notoire de nos jours parce que non seulement il a couché avec Hannah Arendt, une de ses élèves, mais il a été nazi pendant une couple d'années. Puis on lui a beaucoup reproché ça se comprend, mais c'est brillant, Heidegger, je suis désolé de le dire, là, c'est profondément brillant, puis c'est brillant pour cette raison-là. Puis ce que lui mentionne, c'est sa grosse interrogation, c'est par rapport à l'être humain comme être conscient, qui non seulement a une conscience comme les animaux, ou, par exemple les animaux, mais qu'il est capable d'avoir une réflexion sur sa propre conscience. Puis ça, c'est directement lié avec le processus d'individuation de Jung, à mon avis. C'est ça, à mon avis, dont parle Blanche-Neige. On peut certainement le lire comme ça, puis ça marche pas mal quand on le prend comme ça. Puis tout ce que je vais faire, c'est je vais lire le conte qui fait 7 pages, puis je vais vous dire au fur et à mesure comment moi je l'interprète. Puis comment est-ce qu'il faut interpréter ça, à mon avis? C'est comme un rêve. Essentiellement. C'est un récit qui est pas rationnel, je pense qu'on peut le voir assez rapidement en le lisant. Tous les contes de fées sont comme ça. C'est ça qui plaît aux enfants, à mon avis. Puis c'est peut-être ça que les adultes perdent de vue quand ils l'interprètent comme un récit idéologique, quelque chose comme ça, parce que c'est pas idéologique, c'est complètement sur une autre longueur d'onde que l'idéologie. L'idéologie, c'est mental, ça, c'est pas mental. C'est primordial, de cette manière. Donc voilà, ça fait que trêve de placotage, je vais vous lire cette nouvelle de Grimm, Blanche-Neige, et cette traduction, on la doit à M. Pierre Durand. C'est sorti dans les années 50-60. Peu importe, allez,
En passant, voici nos 7 nains, je crois, ici. Là. Je ne sais pas si on le voit, là. Je pense que c'est eux autres qu'on voit en 4e de couverture. Alors, je vais lire des extraits au fur et à mesure, puis je vais vous dire, à mon avis, comment moi je l'interprète. Cela se passait en plein hiver, et les flocons de neige tombaient du ciel comme un duvet léger. Une reine était assise à sa fenêtre encadrée de bois d'ébène et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur le blanc faisait si bel effet qu'elle se dit « Si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. » Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme la neige, rose comme le sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. C'est la future marâtre, la reine maléfique. Bon, ben en partant, c'est ça. Ben déjà, c'est rempli de détails qui ont de l'air hyper symboliques, mais les symboles ne sont pas expliqués. C'est juste, voici le symbole. Fait qu'il y a la neige, il y a les 3 couleurs, le blanc, le rouge et le noir. Il y a les gouttes de sang qui tombent sur la neige, fait que c'est hyper symbolique. Donc, il y a une reine, elle veut avoir un enfant. Peu de temps après, son enfant naît, donc il n'y a pas le roi, là. Il n'est pas fait état de la personne du roi puis de rapport sexuel possible ou de quoi que ce soit. C'est pas une procréation génétique, à mon avis, qui se passe ici. Il n'y a rien de ça qui est à prendre au premier degré. C'est là où est-ce que je m'en vais avec ça. Là. Le détail important, moi, je pense ici en particulier, c'est les 3 couleurs. Le blanc, le noir et le rouge. Donc, les 3 qualités que la reine veut que sa fille a. OK. Bon, ben, je vais vous faire la version extrêmement courte, là. Ben, le blanc, c'est la conscience. Hein? Blanche-Neige, elle a la peau blanche parce que c'est pas une question d'ethnicité ou de mélamine ou de rapport, c'est rien à voir avec ça. C'est pur, c'est blanc parce que c'est blanc comme la neige, c'est une couleur surnaturelle, au-delà de ce qu'on est habitué de voir normalement. Puis le blanc symbolise la pureté. La chose qui est pure, puis qui reste toujours pure, okay, qui n'est jamais contaminée par quoi que ce soit, c'est la conscience. La conscience, donc, observe tous les pensées, les émotions, les sensations physiques, etc. Puis, elle participe à tout, elle baigne dans cette incarnation-là, si vous voulez, mais elle n'est pas affectée, elle est toujours pure, elle est toujours elle-même, la conscience. La conscience n'est pas affectée par ce qui passe devant elle. Puis essentiellement, ici, ça serait rapproché, par exemple, des observations des bouddhistes, là, finalement. Ben, c'est ça, on a ça aussi en Occident, on a ça là-dedans, okay? Parce que c'est universel, finalement. Mais là, je fais une version courte, là. Je suis pas en train d'essayer de plaider ma cause, n'importe quoi, je vais juste dire comment est-ce que moi, je l'interprète, puis comment est-ce que je pense qu'on peut l'interpréter, cette histoire-là. Donc, c'est blanc parce que blanc symbolise la pureté, OK? Puis, la pureté, c'est la conscience parce que c'est la seule chose dans l'univers qui est inaltérable. C'est la seule chose sur Terre, dans tout l'univers, qui peut rester pur, qui reste toujours tel qu'en lui-même. Okay? C'est la conscience. Puis le problème de l'être humain, c'est qu'il y a cette conscience-là, mais il ne la voit pas. Puis pourquoi est-ce que c'est lié avec les questions d'individuation? Parce que tant que tu n'as pas fait ce que Jung appelle ton processus d'individuation, tu penses que tu es conscient, mais tu n'es pas conscient. Okay? Ta conscience n'a pas encore remarqué qu'elle était conscience. Elle est portée elle se laisse finalement porter par les vagues des phénomènes de son quotidien, etc. Là. Donc c'est ça. Puis ce que l'histoire va raconter, c'est comment la conscience se rappelle qu'elle est conscience. Puis ça, c'est Dieu qui se souvient qu'il est dans la matière. Okay? Qu'il est la matière en même temps, puis que la dualité est une illusion. C'est tout ça que ça raconte, puis c'est ça que c'est. Puis, je parle de dualité, bon, la dualité la plus simple à comprendre pour un cerveau humain, une des plus simples, c'est noir et blanc. Okay? Puis encore une fois, c'est pas une affaire de couleur de peau, c'est le blanc puis le noir, ciboulac, c'est facile à comprendre, là, OK? Puis c'est en lien avec le jour puis la nuit, essentiellement. Donc, c'est le 0 et le 1, OK?
Donc voilà, fait qu'ici, qu'est-ce que ça représente à mon avis? Le blanc, c'est la conscience, puis le noir, c'est donc la nuit, donc c'est le sommeil. Donc la conscience est dans la matière et elle dort à elle-même. C'est pour ça qu'elle est noire, c'est pour ça qu'il y a du noir, OK? C'est tout, c'est ça que c'est. OK? Elle a la peau blanche, elle a les peaux noires, donc elle incarne la dualité de l'existence. Essentiellement, de l'être humain dans l'existence. Puis, honnêtement, c'est probablement l'être humain est capable, à ce stade-ci de l'évolution de l'univers, d'avoir conscience de sa propre conscience, mais à terme, il est probable qu'on ne soit pas les seuls, là, même sur Terre. Là, okay? Mais présentement, l'être humain, c'est ça que nous, c'est ça notre truc, essentiellement. C'est qu'on est capable d'être conscient, d'éveiller notre propre conscience au fait qu'elle existe essentiellement. Là. C'est l'eau de l'aquarium de la création, si on veut, la conscience. Voilà. Puis le rouge, ben c'est intéressant, je ne sais pas c'est quoi en vérité le rouge ici, mais évidemment le rouge c'est directement associé au sang, puis l'histoire nous dit ça, mais c'est associé aux lèvres aussi, aux lèvres de... Bon, la nouvelle dit le rose en passant, mais tu sais, le sang c'est rouge. C'est le sang, mais c'est aussi les lèvres, donc c'est aussi la passion, tu sais, le baiser, etc. Fait que c'est facile de dire, bon, OK, ben c'est Eros Thanatos, là. OK, c'est la pulsion sexuelle, puis la pulsion de mort, quoi. Honnêtement, je suis pas entièrement certain si ça existe pour vrai, la pulsion de mort, ça serait à discuter, mais le fait que dans la dualité, il y a le plaisir et la douleur, tu sais, il y a l'orgasme et la violence, si vous voulez. Je veux dire, c'est ça, la dualité de la matière, c'est ça. Il y a du plaisir, puis il y a de la douleur. Donc, peut-être que c'est ça. Mais je soupçonne que dans le rouge, avec le sang, dans les trois, donc, qualités primordiales de notre héroïne symbolique, le Blanche-Neige, qui est autant les gars que les filles, hein, parce que ça, c'est des phénomènes psychiques, ça désigne des phénomènes psychiques. Là. C'est pas une affaire patriarcale, c'est des phénomènes de la psyché, on va y revenir dans un instant. Ben c'est ça, moi, je soupçonne que le rouge, ça a plus de signification que ce que je suis en train de dire là, mais une lecture superficielle qu'on peut faire du rouge sang, ben c'est ça, c'est que peut-être c'est en lien avec donc, il y a la conscience, il y a la pure conscience, il y a le fait que la pure conscience est endormie au fait qu'elle existe, puis qu'elle est la divinité, si vous voulez. Puis le rouge, ça serait, si on veut, la dualité de l'expérience matérielle dans le corps physique, par exemple. Ça serait ça. Puis, ce sont des récits irrationnels, donc qui ne viennent pas, c'est pas un discours idéologique rationnel, c'est des images de rêve essentiellement. C'est pour ça qu'on peut les interpréter comme ça, c'est pour ça que les enfants aiment ça, je l'ai mentionné tantôt, à mon avis. On trouve jamais le dernier mot sur ces histoires-là, mais puis oui, il peut arriver qu'il y ait des trucs idéologiques qui s'immiscent là-dedans parce que c'est refoulé, peu importe, des phénomènes psychiques qui font ça. Mais fondamentalement, la première lecture immédiate qui me viendrait de ces trois couleurs-là, c'est ça. Donc, blanc conscience, noir conscience qui ignore qu'elle est conscience, puis rouge, ça serait peut-être la matérialité avec le côté plaisir-douleur. Bon! Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Ben, l'autre femme, c'est encore la même femme, voyez-vous. C'est ça l'affaire. Parce que la reine... dont on n'a encore une fois pas vu le mari, OK? Tu sais, il y a un royaume, mais c'est ça, la figure à ce stade-ci, comme dans un rêve, les symboles qui apparaissent au moment où ils sont significatifs. Puis quand ils apparaissent dans un rêve, quand on les voit, c'est comme si le rêve avait toujours incorporé cet élément-là. Mais on sait bien que les affaires tombent comme un cheveu sur la soupe, là, dans un rêve. Ils apparaissent au moment où ils sont requis pour symboliser quelque chose au profond de notre psyché. Okay? Donc, c'est ça. Fait ici, pour l'instant, il n'y a rien de politique ou n'importe quoi. La reine symbolise un aspect de la conscience. Okay? Puis là, on a la jeune reine qui accouche d'un enfant à partir du moment où l'énergie comment je dirais ça? La conscience telle qu'elle peut se manifester sous la métaphore de la jeune reine. Dans le processus de se rappeler à elle-même qui elle est, enfante de Blanche-Neige. Puis le moment où elle enfante de cet enfant-là, qui est elle-même en même temps, elle meurt. Puis la minute qu'elle meurt, elle est remplacée par la marâtre.
autre, okay? La version maléfique d'elle-même. Mais en fait, ce qui se produit, puis c'est intéressant, une lecture qu'on pourrait faire, c'est quand la jeune reine, quand dans son énergie de jeune fille, essentiellement, accouche, devient mère, elle meurt à elle-même, puis elle se dédouble, en fait, sous la forme de sa propre fille et sous la forme de la mère maléfique qui va torturer la fille. Bon, puis là-dedans, il y a probablement d'énormes questions en lien avec le vieillissement, puis toutes ces questions-là. Si vous allez voir, faites 30 secondes de Wikipédia, vous allez voir un paquet d'interprétations, celle de Bettelheim, par exemple. Puis c'est probablement une lecture appropriée. Là. Je veux dire, certainement, ça aussi, ça marche, mais je vais pas m'attarder sur cet aspect-là. Ce qu'on voit toutefois, c'est que, bon, la reine, ça c'est bien connu, la méchante reine, elle était très belle, mais elle était fière et vaniteuse et ne pouvait souffrir que quelqu'un d'autre la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique. Le miroir magique, d'après moi, c'est la conscience de la reine. Version courte, là. Okay? Parce que la reine, quand elle parle à son miroir, c'est à elle-même qu'elle parle en vérité, puis son intuition, qui est sa conscience bouddhique, si vous voulez, okay, qui est la conscience, la partie d'elle-même qui est la plus profonde, qui est associée à l'unité de l'univers, qui sait tout et qui voit tout, qui est la conscience elle-même, qui est la conscience bouddhique. Elle sait quand la reine maléfique demande miroir, dis-moi qui est la plus belle. Puis le jour où est-ce qu'il dit, le miroir dit, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle, ce n'est plus toi, c'est Blanche-Neige. Ma lecture à moi, ça serait probablement, c'est la conscience de la reine elle-même qui sait que son temps est échu d'une certaine manière, OK? Mais, encore une fois, faut pas oublier en même temps que tout ça, c'est aussi probablement, d'après mon hypothèse, des lectures en lien avec la conscience. Donc, Blanche-Neige, la reine, sa mère qui est décédée, et la marâtre sont tous la même conscience. Puis c'est toute ma conscience à moi. C'est toute la même conscience que tout le monde a. Okay? C'est le fait d'être conscient. C'est la conscience universelle elle-même, finalement, en processus d'individuation. Donc voilà. Donc là, je fais une version courte, là, je coupe une coupe de paragraphes. Quand la reine maléfique apprend que sa fille adoptive, Blanche-Neige, est plus belle qu'elle, elle le prend pas très bien, comme vous le savez, et elle demande à un chasseur, l'histoire précise que c'est un chasseur, de l'amener dans le bois, de la tuer, et de lui ramener ses poumons et son foie pour qu'elle le mange. Est-ce que ça vous apparaît comme une histoire à lire au premier degré? Bon, cette histoire-là, les frères Grimm, quand ils recueillent ça, je pense qu'ils recueillent ça au 19e siècle. Ben, si c'était une interprétation à lire au premier degré du patriarcat ou d'un régime politique ascendant ou en place, il mettrait des marchands ou il mettrait des... Je veux dire, ça serait pas ça, là. C'est une parenthèse, ça, mais c'est pour dire à quel point on peut facilement voir que c'est pas de la propagande politique, parce que le chasseur n'est pas un outil de production économique au 19e siècle. Je pense pas qu'il l'était au 10e siècle, au 9e siècle, OK? Pourquoi un chasseur? Pourquoi la reine demande au chasseur? Okay? Elle le sait pas, moi. Puis je pense qu'on le sait pas, puis je pense qu'on le sait pas pour deux raisons. La première, c'est parce que ça vient de l'irrationnel, ça exprime quelque chose qu'on comprend pas complètement. Mais mon autre hypothèse par rapport à ça, puis pour plusieurs détails de l'histoire, ça serait ça, c'est parce que ça ressemble, c'est le genre de détails qu'on voit par exemple dans les contes du Graal ou n'importe quoi, des vieux contes. C'est des détails qui ont l'air d'avoir déjà eu une profonde signification, mais on l'a oublié des fois depuis des milliers d'années, cette signification-là. Fait que l'histoire contient un détail qui veut plus rien dire pour nous, à part c'est pittoresque et bizarre. Il y a un chasseur, puis la reine demande qu'il ramène les poumons et le foie. Puis pourquoi ça? Je le sais pas. Mais si, elle aurait pu demander, rapporte-moi la tête. OK? C'est pas... Ça n'a aucun sens au premier degré. Je ne veux pas m'éterniser sur ce point-là, que ça n'a aucun sens au premier degré tout le long, parce que c'est tout le temps comme ça. Les nains arrivent à un moment donné... ouais, OK, ils minent. C'est pas parce qu'ils veulent augmenter les coffres de l'État, là, garnir les coffres de l'État. C'est pas ça, tu sais. Est-ce que vous trouvez, en lisant cette histoire-là, que ça a du sens quand on le lit au premier degré?
que ça a de l'allure de prendre ça comme de l'idéologie pour endoctriner les enfants. C'est ça, encore une fois, dans une idéologie patriarcale ou de rapport de nobilité ou... Ben non! C'est clairement pas ça. T'sais. Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois, mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer son cœur innocent, elle se mit à pleurer. Et elle dit « Oh, cher chasseur, laisse-moi la vie, je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. » Et parce qu'elle était belle, le chasseur eut pitié d'elle et dit « Sauve-toi, pauvre enfant. » « Les bêtes de la forêt auront tôt fait de te dévorer, songeait-il. Et malgré tout, il se sentait soulagé de ne pas avoir dû la tuer. Un marcassin passait justement, il le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut ordre de les apprêter et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'ils avaient appartenu à Blanche-Neige. Ben c'est ça, à la cour de Frédéric II de Prusse, okay, il ne faisait pas ramener le foie et les poumons de ses adversaires. Bon. Mais où est-ce qu'on trouve des histoires de cannibalisme? Dans les tragédies grecques, dans les Atrides en particulier. L'histoire, c'est ça, c'est deux frères ennemis, Atrée et Thyeste. Il y a une sorte de jalousie, l'un pique la femme de l'autre, etc. Puis finalement, ils se font des coups chiens, de plus en plus chiens. Puis éventuellement, il y en a un qui bute les enfants de l'autre puis qui lui sert à manger. Bon, les tragédies grecques, là, c'est comme ça. Je crois, à mon avis, que il est raisonnable de présumer que les tragédies grecques parlent plus directement à notre irrationnel puis à nos forces primordiales auxquelles les Grecs anciens étaient beaucoup plus connectés que nous. Nous, on est en quelque part au sommet de l'emprisonnement dans le refoulement de la conscience par la pensée, etc. Fait qu'on se considère au-dessus de tout ça parce qu'on a perdu contact avec tout ça. Fait que moi, je soupçonnerais que tout cet épisode-là dans la forêt, c'est encore une fois une sorte d'allégorie de la conscience dans la matière a oublié qu'elle est pure conscience, donc elle a la pleine puissance de l'énergie cosmique. En vérité, c'est de faire New Age, là, mais tu sais... amener ça à la loi de l'abondance, là, si vous voulez, mais il y a quelque chose de cette idée-là. Puis il y a des rapprochements à faire avec les alchimistes, puis avec tout ce que vous voulez comme truc mystique. Là. Chez les hindous, quand on progresse là, dans notre évolution spirituelle, puis qu'on fait la méditation, etc., bien éventuellement, on développe ce qu'ils appellent les siddhis, hein, les pouvoirs, là, donc la télépathie, un paquet de pouvoirs, les pouvoirs mystiques. Mais tu as les pouvoirs mystiques parce que tu t'es connecté avec la conscience cosmique. C'est comme ça que ça marche, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est en magie occidentale, c'est ça que tu fais. La magie cérémonielle qui est devenue à la mode au 19e siècle, le principe, c'est tu vas, par des prières, etc., tu vas rapprocher ton état de conscience, c'est le principe, de la divinité essentiellement, de la théurgie. Là. Bon. Tu te rappelles que tu es Dieu, puis là, tu as des pouvoirs. OK? Puis ça fait grossier quand on le dit comme ça, mais c'est ça que c'est. Puis encore une fois, je vous fais remarquer que toutes les cultures disent ça. Toutes les cultures ont ça sous une forme ou une autre. Honnêtement, pour être présomptueux, tu sais, parce qu'on se dit « Ah, mes prières ne sont pas exaucées, pourquoi est-ce que mes affaires ne marchent pas, pourquoi est-ce que ça va si mal? » Bien, parce qu'on a oublié notre rapport avec la conscience. Peut-être. OK? Puis c'est peut-être pour ça qu'on se traite aussi mal mutuellement les uns les autres. Là. OK? Et moi, je sais pas, j'avance pas ça comme des faits absolus, mais Christ, c'est ça que ça raconte. Bon. Voyez-vous? Fait qu'encore une fois, c'est pas une question politique, là, c'est pas une question... Voilà. La pauvre petite, elle était au milieu des bois toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt sans savoir ce qu'elle allait devenir. Donc moi, je pense que tout ça, ça serait à approcher de... On est dans un mammifère, faut qu'on survive, on trouve ça dur. Ça serait ma première lecture de cette séquence-là dans la forêt. Fait que là, éventuellement, elle se ramasse devant Elle trouve la maison des 7 nains. Les fameux 7 nains. Ah oui. Avant ça, elle se met à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Ça, c'est sûrement hyper significatif. Encore une fois, ça a rapproché d'un paquet de contes dans un paquet de cultures. Moi, encore une fois, les trucs du Graal ou n'importe quoi, c'est clairement une allégorie de quelque chose, OK? Le chasseur l'a laissé dans la forêt en se disant, elle va se faire manger par les nombreuses bêtes sauvages, puis les bêtes sauvages gambadent autour d'elle, OK? Puis la laissent passer. Est-ce que c'est quelque chose à prendre au premier degré?
Elle aperçut alors une petite maisonnette, et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est gracieux? Pourquoi est-ce que c'est propre? Je le sais pas. OK. Mais pour les nains, je vais vous en sortir une dans pas longtemps. On y voyait une petite table couverte d'une nappe blanche, donc on a encore le blanc, avec 7 petites assiettes et 7 petites cuillères. 7 petites fourchettes et 7 petits couteaux et aussi 7 petits gobelets. Voilà. Clairement, le 7 a l'air d'avoir une sorte de signification. On revient tout le temps là-dessus. C'est parce qu'il y a 7 nains, mais justement, c'est pas les 95 nains, c'est les 7 nains. Pourquoi 7? Ben 7, en astrologie, j'ai comme souvenir qu'il y a les 7 planètes, dont la Lune. Fait qu'encore une fois, c'est pas directement lié avec la physique du truc. Là. Il y a un truc symbolique là-dedans. OK, donc c'est ça. Le 7 est un chiffre symbolique dans plein de cultures. Le 3 aussi, ça revient tout le temps. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet, car elle ne voulait pas manger la portion tout entière de l'un des convives. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais pour moi, tout ça, ça a encore l'air d'une allégorie. Elle va vraiment boire une goutte dans chaque gobelet, là. Puis pourquoi est-ce qu'il y en a 7? OK, on pourrait dire, là, je sors des affaires de mon chapeau, OK, les 7 planètes, nanana. Donc, les 7 planètes correspondent à 7 stades énergétiques, peut-être, mais en cabale, ça pourrait être lié avec l'arbre de vie, là, l'énergie qui descend. Dans l'anéagramme, c'est le même principe, le truc de Gurdjieff. Bon, fait qu'on pourrait dire, oui, OK, il faut qu'elle passe à travers les différents stades énergétiques pour aligner ses chakras, ou quelque chose comme ça. Aligner ses chakras, ça veut dire quoi? Ça veut dire équilibrer ton système nerveux, équilibrer tes émotions, équilibrer tes pensées, puis réaligner tout ça pour que peut-être, en tout ton appareil d'homo sapiens, les émotions, les pensées, etc., le corps physique, pour que tout ça puisse se reconnecter à la pure conscience qui cherche à s'éveiller à travers tout ce processus-là. Donc, peut-être, encore une fois, donc c'est ça, peut-être que le 7, pourquoi est-ce qu'elle prend dans chacune des assiettes? C'est peut-être pour ça, mais c'est peut-être une affaire de réincarnation. Je le sais pas, moi, c'est symbolique, ça vient de l'irrationnel, c'est des contes de fées. On fait jamais le tour de la signification, mais c'est pas à prendre au premier degré en aucun cas, là. T'sais. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. Blanche-Neige est en train de dormir. Elle s'est couchée dans un des lits, un lit de nain, dans lequel elle dort très bien apparemment. Ah non, aucun des lits ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Donc l'un des lits était trop long, dans la petite maisonnette, avec les nains. Peut-être que c'est pas à prendre au premier degré. Le 7e, enfin, fut à sa taille. Donc, elle trouve le 7e lit d'un des nains, puis elle s'endort dedans parce que c'est la bonne taille. Le lit, dans la maisonnette minuscule, avec les verres minuscules, donc, les lits minuscules des nains, il y en a un qui est trop petit, un qui est trop grand, puis un qui a sa taille. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires arrivèrent, c'était 7 nains, qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs 7 petites lampes, et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un y était venu, car tout n'était plus tel qu'il l'avait laissé. Le premier dit, qui s'est assis sur ma petite chaise. Le deuxième, qui a mangé dans ma petite assiette. Le troisième, qui a pris de mon pain. Quatrième, qui a mangé de mes légumes, etc., etc. Qui a utilisé ma fourchette, qui a coupé avec mon couteau, qui a bu dans mon gobelet. Puis le dernier, c'est son lit. Bon. Tout ce que je vais dire sur les nains, je l'ai mentionné tantôt, c'est que j'ai mentionné la magie cérémonielle. Bon, la magie cérémonielle, c'est la tradition occulte de l'Occident. Puis c'est occulte parce que ça a été refoulé. Puis ça a été refoulé parce que le christianisme est arrivé puis il a brûlé les gens qui n'étaient pas d'accord. Bon. C'est pour des raisons politiques, incidemment. Bon, d'ailleurs, c'est ça. Les Romains ont brûlé les Celtes. Les Celtes, ils survivent à ce jour, je vous ferai savoir. Puis les Celtes, c'est directement lié justement avec les Hindous. Culturellement, OK, c'est indo-européen, mais le Inde dans Indo, c'est Inde. J'avais déjà lu dans un bouquin qui me semblait plutôt sérieux, là, pas juste une affaire de New Age, que même si on n'avait pas les enseignements des druides, parce qu'ils n'écrivaient pas, OK, ben, il y a des fortes raisons de croire, d'après certains recensements qu'on a, que ça ressemblait aux enseignements des prêtres hindous. Là. Donc, fait que c'est quoi les enseignements des prêtres hindous? C'est la réincarnation, mais c'est aussi justement comment la pure conscience s'incarne dans la matière sous la forme de la multiplicité des formes, des divinités, mais aussi, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui a l'air panthéiste, mais en vérité, c'est l'unité de toute chose qui se cache derrière ça. Fait que c'est le même savoir qui est dans tout ça. OK?
Donc, je mentionne tout ça pour dire que le savoir occulte, donc occulte, ça veut dire caché. C'est tout ce que ça veut dire. Ça a été occulté. OK? Bon, mais ça a été occulté parce que politiquement, ça le faisait pas tellement. C'est ça. C'est arrivé comme ça que c'était avantageux historiquement de raconter une histoire qui n'était pas l'histoire des druides ou des païens ou n'importe quoi, mais qui était très compatible avec l'histoire que l'Église catholique racontait, à savoir en particulier, quand on vous agresse, tendez l'autre joue, et si vous êtes petit, restez petit toute votre vie, et après, à votre mort, vous serez grand, n'est-ce pas, les premiers seront les derniers. Puis c'est toutes des interprétations hyper tendancieuses de la Bible. Mais moi, je les ai entendues en grandissant dans des cours de catéchèse, ces interprétations-là. Là. C'est au Québec, là. Peuple hyper opprimé, là. OK? Donc, c'est ça. Puis en Irlande, allez voir, tu sais, l'Église catholique, dans son histoire de 2000 ans, elle est à peu près toujours du bord de l'oppression, puis c'est un des gros moyens d'oppression qu'elle utilise, c'est de raconter cette histoire-là. Puis moi, la Bible, je pense que c'est un très, 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 très beau bouquin quand on le prend comme un conte comme ça. Quand on le prend comme une métaphore de la conscience, c'est malade mental, la Bible. Soyons sérieux, c'est hallucinant. Si vous faites l'exercice là, de regarder en hébreu là, l'Ancien Testament, là, si vous le faites, là, c'est fou, là. C'est fou, ce truc-là. OK? Mais pas si tu le prends au premier degré. OK? Au premier degré, ça marche pas. OK? Bon. Fait que là, je fais le rapprochement. Je parlais de tout ça pour la tradition occulte. OK? En Occident. Ben, dans l'occultisme, il y a la magie, tout ça pour les nains, là. Bon, ben, en magie, il y a la notion des 4 éléments, n'est-ce pas? Le feu, l'eau, l'air, puis la terre. Okay? Puis tout ça, essentiellement, c'est des niveaux énergétiques. Okay? Il y en a un qui c'est comme la volonté, ça serait le feu, grosso modo. Puis l'eau, ça serait tout ce qui est émotion, imagination, etc. Puis l'air, ça serait le mental, qui, détail intéressant, vient après le feu et l'eau. Le feu apparaît en premier, ensuite c'est l'eau, ensuite c'est l'air, donc le mental, puis ensuite c'est la terre qui est le corps physique. Le corps, c'est la terre, c'est la matière. Bon, là, j'ai dit un tel c'est la volonté, un tel c'est l'émotion, puis c'est à peu près ça, mais c'est jamais aussi clair que ça. OK, parce qu'encore une fois, c'est des symboles qui viennent de l'irrationnel. Bon. Ben, en magie cérémonielle, allez voir par exemple Franz Bardon. Ben, il mentionne que pour chacun de ces éléments-là, donc les éléments alchimiques, si vous voulez, ben, il y a des esprits qui correspondent à ça dans la matière. Les esprits ont des grades. Il y a comme des niveaux de vibration. Ça fait que tu as les archanges, les anges, puis etc. Il y a toute une série, puis ça vient de la Bible, puis etc. Bon. Puis il y a les esprits du feu, il y a les esprits de l'eau, il y a les esprits de l'air, puis il y a les esprits de la terre. Ben, les esprits de la terre, c'est les gnomes. Puis les gnomes, ils ont l'air de ça. OK, c'est des petits nains avec le chapeau pointu, puis ils piquent dans la terre, puis ils ramassent de l'or, puis des joyaux, puis des affaires de même. Fait que moi, quand je vois les 7 nains, je me dis, ben ça ressemble pas mal à mon affaire de magie cérémonielle. OK, c'est pas des nains comme Peter Dinklage, là. OK, parce qu'apparemment, puis je mentionne lui, il est hyper cool, là, Peter Dinklage. Je l'adore. Comme tout le monde, je l'adore. OK, mais apparemment, il était vraiment pas content quand il a appris qu'il y avait un remake de Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai lu ça en ligne, j'ai vu des citations. Fait que, puis apparemment, la raison pour laquelle il n'y a plus de nains dans Blanche-Neige et les 7 nains, c'est parce qu'il s'est plaint publiquement. Puis il a dit que c'était un affront aux gens qui sont atteints de nanisme. Ben, les nains dans l'histoire, c'est pas des nains comme des gens qui ont génétiquement la condition médicale qu'on appelle le nanisme. OK? Pas ça. C'est cette figure allégorique ou cette figure qui représente ce que dans la magie cérémonielle ou dans l'alchimie ou peu importe la tradition occulte de l'Occident, OK, ce qui correspond aux esprits de la matière. Dans la vraie vie, à quoi ça correspond sur les esprits de la matière? Ben, si vous avez un point de vue chamanique sur l'existence, par exemple, ben, peut-être que ça, vous allez le prendre plutôt au premier degré. OK? Mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est encore une histoire de niveau de conscience, OK? Mais c'est une allégorie ou c'est un truc mystique ou c'est un truc comme ça. Mais c'est pas des nains, là. On rit d'eux autres parce que c'est des nains. C'est pas ça. C'est des créatures surnaturelles. Tu sais, Blanche-Neige, elle a une naissance surnaturelle, elle a une belle-mère maléfique avec des pouvoirs surnaturels, avec son pouvoir magique, OK? Puis là, elle survit miraculeusement dans la forêt parce que les animaux dangereux l'évitent, OK? Dansent autour d'elle. Puis là, elle se ramasse dans une cabane avec des créatures surnaturelles qui lui font des belles façons, OK? Puis là, ce qui se passe par la suite, c'est que les 7 nains lui disent « OK, on va te protéger. » Ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé, etc. « On va te protéger.
mais il va falloir que tu travailles pour nous autres, il va falloir que tu laves la vaisselle, puis tu fasses le linge, toutes ces affaires-là. Oui, si on veut voir une lecture patriarcale de l'histoire, ben peut-être que ce segment-là, on pourrait l'interpréter comme ça. Okay. Puis peut-être. Puis c'est ici que je vais mentionner que, oui, des fois, au fil des centenaires puis des millénaires, les niveaux d'écriture se mélangent, puis il arrive, OK, que des interprétations politiques soient calquées sur des contes préexistants puis que ça brouille les pistes. C'est arrivé des tonnes de fois. En fait, c'est hyper fréquent. On a ça chez les chrétiens qui ont fait ça avec non seulement les contes celtes avec Sainte Brigide, mais même avec Bouddha, qui ont incorporé, là, je pense que c'est Saint Josaphat qui s'appelle, mais ils sont notoires pour ça. Rome. OK, la cathédrale là, de Saint-Pierre. Là, je pense que l'autel dans la cathédrale de Saint-Pierre, c'est un hôtel romain païen. Là. Ils ont carrément réutilisé le truc. Puis ils ont réutilisé le truc parce que symboliquement, c'était fort, puis aussi parce que si vous êtes déjà allé dans ces genres d'endroits-là, tu sais, quand quelqu'un va vénérer auprès d'une roche pendant 3000 ans, la roche, elle acquiert du pouvoir. Ça apparaît, là. Tu le vois, tu le sens, là. OK? Fait que quand tu réutilises une affaire comme ça, bon, ne serait-ce que symboliquement, c'est hyper puissant, mais bon. Mais je mentionne que c'est ça, pour les histoires, les chrétiens ont fait la même chose, mais les Grecs ont fait ça. Puis on peut le voir extrêmement rapidement parce que si vous allez voir dans, par exemple, je crois, la Théogonie d'Hésiode, ou si vous faites l'exercice de comparer les différentes versions de la mythologie grecque, Poséidon, Hadès et Jupiter sont les trois divinités principales chez les Grecs, puis c'est les trois divinités principales dans la mesure où les trois se partagent le pouvoir. Okay? Fait que Jupiter est le dieu des cieux, okay? Poséidon est le dieu des mers, et Hadès est le dieu des enfers, c'est-à-dire le monde souterrain, où vivent les gnomes peut-être, si ça se trouve. Le patron dans ces trois règnes-là, c'est Jupiter, Zeus. Là. Mais apparemment, c'est venu tard, ça, parce que chez les peuples marins, Poséidon était le dieu principal. Il y a des raisons de croire que c'est ça, ce partage-là des pouvoirs, puis le fait que chacun se partage un règne, etc., puis le fait qu'un soit devenu le patron, ça s'est mis en place sur une longue durée, en fait. Puis selon chez qui t'allais, c'était pas toujours le même qui était le patron. Puis il est pas extravagant de penser qu'encore une fois, il y a eu des raisons politiques par moment là-dedans. Okay? Que, Astor, c'est notre dieu, le dieu le plus fort. Okay? Mais c'est pour dire qu'il est possible qu'il y ait eu des histoires de patriarcat, encore une fois, si on veut, qui ont été incorporées à l'histoire, puis que ça avait pris la forme de OK, Blanche-Neige va travailler pour les nains, puis elle va torcher le chaussette. Ici, ça serait peut-être justifié, mais c'est pas la seule interprétation non plus. C'est risqué là, d'oser des interprétations univoques pour des affaires comme ça. OK, parce qu'on pourrait dire, encore une fois, c'est l'homme dans la matière, puis l'homme dans la matière, elle a perdu de vue qu'elle est la pure conscience incarnée dans la matière, et donc, ayant des besoins physiques, elle doit y subvenir par le labeur de ses mains. Puis on remarque que c'est exactement l'histoire d'Adam et Ève, qui sont exclus du paradis terrestre. Le paradis terrestre, ils en sont exclus parce qu'ils ont mangé une pomme, et que la pomme, c'est la pomme qui pousse dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Incidemment, apparemment, dans la Bible, c'est pas une pomme, ça c'est peu importe, là, c'est le fruit. Okay, mais dans la culture populaire, c'est la pomme. La connaissance du bien et du mal, la pure conscience, elle l'a pas parce que la pure conscience, elle vit dans l'unité totale, parce qu'elle est l'unité totale, elle ne connaît que ça. Et dans la matière, tout ce qu'on perçoit autour, c'est la dualité, la connaissance du bien et du mal. Fait que moi, j'aurais tendance à dire, peut-être ici, OK, les nains protègent Blanche-Neige, c'est intéressant, OK, pourquoi, quel est le danger réel, si c'est la conscience de la matière, de quel danger la protège-t-elle? Est-ce que leur danger est réel ou est-ce que c'est quelque chose que, au processus de sa descente dans la matière, la conscience finit par s'imaginer d'une certaine manière? Je le sais pas, ça serait des réflexions qu'on pourrait avoir. C'est entre autres à ça que ça sert les contes de fées. Okay, c'est à la fois une énigme et une solution peut-être pour les énigmes qu'on a. Puis l'énigme, c'est notre propre conscience. Qui est-ce qu'on est réellement? Qu'est-ce qu'on fait ici réellement? Puis comment est-ce qu'on fait pour sortir de notre confusion finalement? OK? C'est ça que c'est, là. Bon. Donc là, les nains vont travailler dans la montagne, à tous les jours, ils reviennent, puis là, Blanche-Neige travaille pour eux autres, mais elle est protégée, elle est bien consciente. Bon. Puis là, ce qui va arriver pour la suite, je vais faire ça vite, mais
La reine maléfique, elle demande à son miroir qui est la plus belle. Son miroir lui révèle que Blanche-Neige est encore en vie. Et là, la méchante reine décide qu'elle va tuer Blanche-Neige. Puis elle va utiliser 3 déguisements. Puis à chaque fois, OK, elle se déguise, elle se présente comme une vieille madame, OK, puis là, elle essaie elle lui vend quelque chose. Elle dit, OK, voici un châle, mais là, elle met le châle, puis là, elle se pique après le châle. C'est pas le châle, mais c'est le genre d'affaire comme ça. Elle lui dit, voici une broche, mettons. Et puis elle pique la fille avec la broche, sur la broche, il y a un poison, puis la Blanche-Neige tombe évanouie. Mais en fait, elle meurt, finalement. Elle meurt, mais elle n'est pas morte. Elle tombe évanouie, les nains arrivent, ils pensent qu'elle est morte, mais elle la réveille. Puis là, la méchante reine qui s'était déguisée en vieille madame va voir le miroir, qui est la plus belle. Ah, ciel, elle est encore en vie, finalement. Et elle fait ça 3 fois. Puis à chaque fois, Blanche-Neige tombe dans le panneau. Puis je trouve ça intéressant qu'elle tombe dans le panneau. Puis pourquoi est-ce qu'elle tombe dans le panneau? Vous allez me dire, elle est tombée nonone. Ben, elle est tombée nonone parce que c'est la pure conscience qui n'est pas conscience d'elle-même. Fait qu'elle est endormie. Fait que ouais, nonone. Pas parce que c'est une fille, pas parce que rien, parce que notre conscience, à nous tous, ignorant quelle est cette conscience-là, okay, étant endormie à qui elle est réellement, voit autour d'elle l'illusion de la matière, et la prend comme réalité. Elle est nounoune pour ça. C'est ça, Blanche-Neige. Okay? C'est notre propre conscience qui est dans la matière et qui ne perçoit pas que tout ça même est un reflet d'elle-même. Voyez-vous. Son 3e déguisement, la méchante reine maléfique, arrive, puis là, elle a une pomme. Où c'est qu'on a entendu parler d'une pomme il n'y a pas longtemps? Dans la Bible, okay, le fruit, c'est pas une pomme. Apparemment, ça vient des représentations qui sont venues plus tard, parce que mala, en latin, ça veut dire pomme, puis il y avait un jeu de mots avec la même racine que maléfique, là. Puis j'ai des doutes par rapport à cette interprétation-là. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais apparemment, c'est pour ça qu'on a commencé à représenter dans l'iconographie, dans les peintures, à représenter le jardin d'Éden avec une pomme, parce qu'il y avait un jeu de mots en latin, la langue du pouvoir ecclésiastique catholique chrétien, là, romain. Bon, ce qui est certain, c'est qu'après 2000 ans de christianisme, ben, la pomme, elle est rentrée dans la conscience populaire, n'est-ce pas? OK. Fait que là, la méchante reine donne à Blanche-Neige une pomme qu'elle a empoisonnée, mais la reine maléfique, déguisée en vieille madame, elle a judicieusement empoisonné juste la moitié de la pomme. Puis la pomme, elle a un côté rouge puis un côté blanc. On a 3 couleurs symboliques dans notre histoire, le rouge, le noir et le blanc. Puis là, on a une pomme avec le rouge puis le blanc, OK? Qui sont incidemment 2 des couleurs des 4 étapes du travail alchimique. Fait que peut-être que c'est symbolique, voyez-vous, tout ça. Hein? Peut-être que c'est symbolique de quelque chose, là. OK? Qu'on peut découvrir en faisant des lectures plus approfondies, puis en y réfléchissant, puis en laissant notre intuition nous guider, okay? Qui est la nature du travail alchimique en bonne partie. Fait que c'est ça, la sorcière, elle a empoisonné juste la moitié de la pomme, OK? Et elle dit à Blanche-Neige, elle dit « Ah, t'as peur d'être empoisonnée? Elle n'a pas peur d'être empoisonnée. Tu vois, moi, je mange une moitié de la pomme. » Tu sais, elle croque dans la pomme, dans la partie non empoisonnée, puis elle donne la partie empoisonnée à Blanche-Neige. C'est ça. Regarde, je partage la pomme en 2. Tu mangeras la moitié qui est rouge, moi, celle qui est blanche. Fait que là, ici, la méchante reine, avec sa pomme empoisonnée, qui est la connaissance du bien et du mal, si on part du principe que c'est le même symbole que dans l'Ancien Testament. Mettons, OK. Donc, elle a la dualité, puis encore une fois, il y a 2 couleurs. Ça fait que l'interprétation que ça serait la dualité n'est pas du tout extravagante, OK, parce qu'elle dit carrément il y a 2 côtés. Il y en a un qui est mortel, puis il y en a un qui n'est pas mortel. La partie qui n'est pas mortelle, c'est la partie blanche, qui est la partie de la conscience. Intéressant. Puis la partie empoisonnée que Blanche-Neige va manger, puis qui va la tuer, parce qu'elle meurt dans un instant, ben c'est la partie rouge. Puis la partie rouge, c'est la partie de la dualité, la partie Eros Thanatos, la partie des lèvres, qui est la partie du sang, donc la partie sexuelle, puis la partie mortelle. OK? Bon, puis ça, c'est la partie qui tue Blanche-Neige, OK? Puis pourquoi c'est ça? Je ne sais pas, c'est des processus psychiques, c'est hyper compliqué, là, OK? Ça fait des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années que l'être humain est sur Terre, puis on n'a même pas touché le début de la signification de ces affaires-là dans notre propre psyché. Ça fait que je n'ai pas le dernier mot sur ces affaires-là. Mais ça sert, les contes de fées, à explorer ces aspects-là de notre psyché pour qu'on devienne, comme la conscience, conscient de nous-mêmes, finalement. Bon, qui est la fameuse question d'Heidegger, à mon avis. Bon. La reine le regarda de ses yeux méchants, ricana et dit « Blanche comme neige, rose comme le sang, noire comme ébène, cette fois-ci les nains ne pourront plus te réveiller. » OK?
Et quand elle fut de retour chez elle, elle demanda au miroir, miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays. Le miroir répondit enfin, Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. Et son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quand au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défirent son corselet, coiffèrent ses cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin. Ils la lavent avec de l'eau et du vin. Pourquoi de l'eau et du vin? Il y a une piste. Est-il possible que ce soit une allégorie pour quelque chose? Mais rien n'y fit, la chère enfant était morte. Et morte, elle restait. Elle est morte, Blanche-Neige. Elle est morte. OK? Ils la placèrent sur une civière, s'assirent tous les 7 autour d'elle et pleurèrent 3 jours durant. Puis ils se préparèrent à l'enterrer. Mais elle était restée fraîche comme un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Donc elle est morte depuis 3 jours, mais son corps ne pourrit pas. OK? Serait-il possible que ça soit une allégorie pour quelque chose? Il y a comme une tendance, là, OK? Ils dirent, nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. OK, donc la terre, la matière, noire, l'oubli, nanana, OK, piste, OK? Ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent où on pourrait la voir de tous les côtés. Vous en avez-tu vu beaucoup des cercueils en verre transparent dans votre vie? Ouais, le mausolée de Lénine, je crois, était un peu comme dans ce genre-là. OK? Mais il n'y en a pas eu des tonnes dans l'histoire de l'humanité, d'autant plus que quand vous êtes un nain, même magique, dans la forêt, OK, fabriquer un cercueil en verre, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Voyez-vous? Et écrivirent son nom dessus en lettres d'or. Probablement symbolique, l'or, encore une fois. Hein? En ajoutant qu'elle était fille de roi. C'est pratiquement la première fois que le roi apparaît dans l'histoire. J'ai pas fait une lecture attentive à ce niveau-là. Là-dessus, bon, c'est ça. Mais le roi, on remarque qu'il apparaît pas dans l'histoire à date, là, pratiquement, là, OK? Puis elle est fille de roi. OK, bon. Moi, je regarderais ça, puis je me dirais, OK, la masculinité comme pôle énergétique, OK? La masculinité comme métaphore d'un courant énergétique. Quand la conscience entre dans la matière, elle peut prendre le pôle jour ou le pôle nuit, puis elle se continue de se dédoubler continuellement comme ça. OK? Le blanc et le noir, OK? Le mâle et le femelle, puis après ça, c'est ça. T'sais. Pareil comme nos pensées font ça. Fait que là, le roi, c'est le principe mâle. Mâle, encore une fois, uniquement au niveau métaphorique d'un aspect de la conscience. Traditionnellement, le mâle est actif puis le femelle est passif. Parce que métaphoriquement, le spermatozoïde traverse l'ovule. OK? Si on veut garder ça simple. Okay? L'ovule, il attend, puis le spermatozoïde traverse l'ovule. OK? Dans ce sens-là. OK? Il y en a un qui est pénétré. Excuse, mais c'est ça que c'est. Bon, la métaphore vient de là. La sexualité, c'est quand même un petit peu important dans notre vie. Ça fait que ça se ramasse là. OK, mais c'est ça. Ça veut pas dire que c'est le roi comme détenteur du pouvoir parce qu'il y a un organe sexuellement. Là. Je mentionne tout ça parce que ça va devenir important dans un instant. Parce que là, on a 6 pages d'histoire à date. On est rendu à la dernière page de l'histoire. Puis, on l'a pas vu encore, notre fameux prince charmant. Là. OK? Fait que c'est pas une histoire, c'est pas une allégorie du patriarcat. Là. OK? D'après moi, on va le voir dans un instant. Donc, les nains portaient le cercueil en haut de la montagne. Une montagne, serait-il possible que ça soit allégorique de quelque chose? Et l'un d'eux, sans cesse, monta la garde auprès de lui. Les animaux de la forêt venaient aussi et pleuraient Blanche-Neige. D'abord un hibou, puis un corbeau, enfin une colombe. Bon, la colombe est noire, la colombe est blanche, le corbeau est noir, puis le hibou, il est pas rouge. Ça, je vous l'accorde, OK? Mais c'est 3 animaux hyper symboliques. Le hibou, c'est l'animal totem de Athéna, par exemple, etc. Certainement, le corbeau puis la colombe, c'est des animaux qui ont une riche tradition de signification symbolique. C'est ces 3 animaux-là qui se présentent ici. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je ne le sais pas, moi. OK? Mais je soupçonne que c'est une allégorie pour quelque chose, un peu comme sur les cartes de tarot, ce genre de trucs-là. Il y a des symboles qui apparaissent. Parce que pour l'irrationnel, c'est important. Pour l'irrationnel collectif,
l'inconscient collectif, au niveau archétypal, c'est important. Bon. Longtemps, Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi jolie. Donc, elle est morte, on l'a vu bien comme faux, mais elle reste aussi jolie dans son cercueil de verre, ayant l'air de dormir, blanche comme neige, rose comme sang, avec ses cheveux noirs comme de l'ébène. Il arriva qu'un jour, un prince qui chevauchait par la forêt s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit, par un pur radon. Il vit le cercueil au sommet de la montagne. « Laissez-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent, « Nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit, le prince, « Alors, donnez-le-moi pour rien. Car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige, je veux lui rendre honneur et respect comme elle m'a bien aimé. » Puis moi, en vous parlant, en lisant cette section-là, ça me fait penser en fait au Fils prodigue. La parabole du Fils prodigue que Jésus raconte dans la Bible. Parce que qu'est-ce que ça raconte, la parabole du Fils prodigue? T'as un héritier, t'as un roi, t'as un gars qui est riche, puis il y a des fils, puis il y en a un qui va faire la fête, la rumba, il part avec son argent, puis il va faire la débauche pendant de longues années. Puis quand il revient, évidemment, il a tout brûlé. Il dit, même les porcs de mon père mangent mieux que moi présentement. Fait qu'il se retourne, puis il dit, je vais aller voir mon père, lui demander de m'accueillir avec ses porcs, là. Puis je vais manger la bouillie des porcs parce que je vais être bien content de ça. Puis quand il arrive, ben justement, là, les frères de ce garçon-là annoncent au père que notre frère est revenu. Puis là, le père est super content parce qu'il dit, tuez le veau gras, n'est-ce pas? On va faire la fête, sortir le meilleur vin parce que mon fils est revenu. Puis là, les frères disent, nous, on a toujours été fidèles, on t'a toujours suivi, on t'a toujours écouté, respecté. Puis lui, il a fait la débauche pendant des années. Puis là, il y revient, puis tu fais la grande fête. Puis il répond essentiellement, le père, je vous aime de tout mon cœur. Vraiment, tu sais, mais lui, il était parti, puis je l'aime aussi de tout mon cœur, puis là, il est revenu. Ça fait que c'est le plus beau jour de notre vie. OK? Parce que mon fils bien-aimé, autant que je vous aime, que moi je vous aime, mon fils bien-aimé est revenu parmi nous. Fait que la métaphore que moi je verrais, parce que je pense que ça raconte fondamentalement, puis je suis pas le premier à raconter vers cette lecture-là, puis je pense que ici, moi, je fais un rapprochement avec le prince charmant, c'est pour ça que j'en parle. Ben c'est, OK, l'âme est rentrée dans la matière, puis là, la conscience a perdu de vue qu'elle était la pure conscience, parce qu'elle est dans le monde de la dualité, donc le rouge, la souffrance, le plaisir, mais aussi la souffrance, etc. Finalement, finit par dire, OK, dans son désarroi, où rien ne marche, par se retourner vers la pure conscience de sa propre divinité. Puis Jésus est bien connu par la fameuse phrase... mon père et moi ne sommes qu'un, mais mon père est plus grand que moi. Dans la version catholique traditionnelle, l'idée c'est Jésus est le fils de Dieu, comme genre Hermès est le fils de Jupiter, si on veut, mais puis on fait bien du chemin avec cette interprétation-là. Mais Jésus il a aussi dit, n'est-ce pas, tout ce que moi je fais, vous pouvez le faire. Là. L'histoire de Jésus, si on le prend comme allégorie, c'est l'histoire de notre propre conscience qui s'éveille à sa propre divinité. Puis il y a un aspect de la divinité qui nous dépasse complètement. Il y a un aspect de l'univers, de la conscience universelle à laquelle, comme être humain, on n'a pas accès. Okay? Donc, notre Père est plus grand que moi. Mais il y a un aspect où tu retournes un coup ta conscience individuelle acquise en te retournant vers la divinité. Puis là, la question, c'est est-ce que tu perds ton individualité ou est-ce que tu la conserves? Ça, c'est une bien bonne question, mais je suis pas certain qu'on est sur le bord d'avoir la réponse. Ça pour dire que quand le prince voit Blanche-Neige, puis il dit la chose la plus précieuse au monde, je l'aime, voilà, etc., c'est qu'en déclaration d'amour. Ben, moi, ce que je pense qu'on a ici, c'est la même chose que le père et le fils prodigue. La parabole de Jésus, OK, ben, c'est raconté sous la forme d'un père et son fils. Mais ici, c'est raconté sous la forme d'un amant et son amour. Puis, c'est la seule raison, à mon avis, pour laquelle il y a un prince là-dedans, OK? Puis la raison pour laquelle c'est un prince, OK, c'est pas parce qu'il y a pas parce qu'il y a un membre viril ou parce que c'est le patriarcat, c'est parce que métaphoriquement, OK, il y a un principe actif. Okay. La pure conscience est endormie, puis qu'est-ce qui la réveille? C'est le baiser de la grâce, essentiellement. C'est le fait que, par exemple, quand Jung parle du processus d'individuation, une chose qu'il mentionne, c'est que pas tout le monde l'a. Okay? Pas tout le monde passe au travers le processus d'individuation, qui est très douloureux, très difficile, mais qui est le processus où est-ce que notre psyché cesse d'être porté par la foule sans s'en rendre compte, essentiellement par la collectivité, puis acquiert une conscience individuelle.
Puis il mentionne qu'il ne sait pas pourquoi il y en a que ça le fait, puis il y en a que ça le fait pas. Puis probablement qu'éventuellement, tout le monde va passer à travers ça. Mais à notre époque, certainement à la sienne, il y a des gens que ça embarque à un moment donné, puis il y a des gens que ça embarque pas. Puis il y aura probablement un rapprochement à faire avec Lecture à Job, là, mais je n'ai pas fini la lecture, je suis encore en train de lire ça. La Lecture à Job, c'est sur la souffrance. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des vies aussi difficiles, certainement par moment? Parce que l'histoire de Job, rapidement, c'est la conscience prise dans la matière qui invective Dieu, mais ne se rend pas compte que c'est elle qui a créé son problème, en fait, par inconscience. Puis éventuellement, quand elle finit par se rendre compte de ça, puis rendre grâce à Dieu, okay, donc revenir comme le fils prodigue vers Dieu, ou comme l'amoureuse ici qui va se réveiller dans un instant après le baiser de son amant, ben, quand elle se retourne, quand la conscience individuelle prise dans la matière se retourne vers la conscience universelle, elle se rend compte à quel point c'est elle qui avait créé ses propres problèmes par inconscience, finalement. Fait que c'est un prince parce que le prince, c'est Dieu, essentiellement. Mais c'est pas Dieu patriarcal, c'est pas Dieu Yahvé, là. C'est pas un Dieu d'église, là. C'est la pure conscience universelle, qui est complètement asexuée, qui est la pure unité de toute chose, là, okay? Qui transcende probablement la dualité matière-pas matière. Là, c'est le plus abstrait que tu peux avoir, le plus puissant que tu peux avoir, mais sous sa forme mâle, puis c'est sa forme mâle parce que c'est elle, ultimement, c'est par la grâce divine que la conscience devient finalement consciente à elle-même. Puis ça, c'est parce que peu importe les efforts finalement qu'on fait dans la matière, par exemple, la raison pour laquelle le fils prodigue revient, c'est parce que ses affaires marchent pas. Puis ses affaires marchent pas parce qu'aucune affaire d'être humain marche, finalement. Parce que finalement, tout est par la grâce divine. Bon, mais le sujet pour un autre jour, mais la raison pour laquelle il y a un prince charmant là-dedans, c'est pas parce que les filles sont pas capables de faire quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport avec ça. Parce que cette histoire-là, c'est l'histoire autant de la conscience des gars que des filles. C'est parce que la conscience qui ignore qu'elle est conscience, la conscience qui n'a pas encore eu le moment où elle s'est vue elle-même comme étant consciente, qui est son moment d'individuation, ben, ce moment-là, pour elle, se produit par un acte d'amour de la divinité, la partie, mon père est plus grand que moi, là, dans la version de Jésus, ben c'est ça, cette partie-là, finalement, par un acte de bonté et de générosité et de grâce, allume ça, OK. Allume l'interrupteur, puis voilà. Fait que c'est à peu près ça le principe. Fait que ce que c'est en train de dire, en gros, c'est qu'on est prisonnier dans la matière, puis par un acte de grâce divine, au moment où est-ce qu'on est au plus profond de notre sommeil de conscience, ben à ce moment-là, par un acte de grâce divine, OK, Dieu, encore une fois, qu'il ne faut pas prendre sur la lecture religieuse parce que c'est un mot chargé à juste titre à cause de milliers d'années d'abus par les prêtres. Là, je veux dire, ils ont abusé de leur pouvoir depuis que l'histoire existe. Fait que bon, c'est normal là, que Dieu soit un gros mot. Là. Mais ce qu'on appelle Dieu, ce vers quoi Dieu pointe, donc cet aspect-là de la conscience qui nous dépasse, à laquelle on participe directement parce que c'est nous autres, parce qu'il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers. Okay? Bon, mais cette conscience-là, l'aspect qui nous dépasse de ça, à laquelle on dit, bon ben, nous tend la main par un acte d'amour et suscite éventuellement notre éveil, grosso modo. Okay? Ça serait ça que ça raconterait ici. Puis c'est pour ça que c'est un prince. Okay? Puis peut-être le fait que ce soit un jeune mâle, ben c'est parce que c'est le principe mâle, c'est parce que c'est le principe actif, parce que l'impulsion vient de la divinité et non pas de notre volonté individuelle. Ultimement, c'est ça. C'est un acte d'abandon de la volonté individuelle qui permet la grâce. Qui permet de... C'est ça. C'est ça l'affaire. OK? Que ta volonté soit faite ou ta volonté pas la mienne. C'est ça que c'est. Bon. Ben voilà, le prince, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire notre propre conscience, mais dans sa version la plus élevée, là, dont l'univers même n'est que le rêve, là, finalement, pour reprendre, je pense, qu'une allégorie qu'on voit chez les hindous. Ben c'est ça. Le prince charmant, Dieu, peu importe, réveille notre propre conscience, qui est Blanche-Neige, puis là, OK, Blanche-Neige qui était morte, OK, ben, elle se réveille, OK? Le prince la fait emporter sur ses épaules. Comme il allait ainsi, l'un d'eux buta sur une souche. Le prince, il a dit, je veux prendre le cercueil pour tout l'or du monde. Les nains ont dit non, pas pour tout l'or du monde. Puis il a dit, dans ce cas-là, je vais le prendre gratis parce que ça a tellement de valeur que ça transcende l'argent. Il y a quelque chose, là, ici, là, par rapport à qu'est-ce réellement que la valeur, là? Voyez-vous?
Bon, mais c'est ça, là, le prince dit à ses serviteurs en partir avec la fille, avec le cercueil en verre, puis là, il s'enfarge après une bûche, OK, une souche. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. Bientôt après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante. Elle était morte, là. Elle est morte 3 fois. OK? C'est ça. L'histoire dit, elle s'évanouit 2 fois, 3e fois, elle meurt, mais je pense qu'on peut... Moi, ma lecture à moi, c'est non, elle meurt 3 fois, c'est juste que bon. Puis, mais la 3e fois, elle est morte bien raide, empoisonnée, mais finalement, ce n'était qu'un morceau de la pomme dans sa gorge, puis là, elle crache la pomme, puis là, elle se réveille, puis c'est comme si de rien n'était. Bon. Bon, mais si la pomme symbolise la dualité, puis là, c'est pris dans sa gorge, qu'est-ce que tout ça veut dire? Bien, il y aura des pistes assez faciles à suivre, qui seraient assez intéressantes, puis des discussions, on n'a pas des milliers d'années d'en parler, là. Mais tu sais, bon, c'est ça, là. Ici, l'idée, c'est pas que le prince symbolise le pouvoir, puis il apprend aux petites filles à pas être autonome, là. Ça n'a pas rapport avec ça, là. Soyons sérieux, là. Tu sais, soyons sérieux. Elle était de nouveau vivante. « Seigneur, où suis-je? » demanda-t-elle. Il reste une demi-page. Là. « Auprès de moi, répondit le prince, plein d'allégresse. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père, tu deviendras ma femme. » Évidemment, je vous renvoie aux noces alchimiques, l'union du conscient, de l'inconscient, de la matière avec l'esprit, toutes ces affaires-là. La réconciliation et la dualité. Blanche-Neige accepta, elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. La méchante reine, belle-mère de Blanche-Neige, avait également été invitée au mariage. Après avoir revêtu ses plus beaux atours, elle prit place devant le miroir et demanda « Miroir, miroir, qui est la plus belle? » Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est 1000 fois plus belle. » Puis là, ça finit, puis c'est intéressant parce que ça finit pas avec « ils ont beaucoup d'enfants », ça finit avec le châtiment de la méchante reine. La méchante femme proféra un affreux juron et elle eut si peur qu'elle en perdit la tête. Tout d'abord, elle décida qu'elle n'irait pas au mariage, mais elle ne parvenait pas à se contenir. Il lui fallait courir pour voir la jeune reine. Elle y alla donc, et, quand elle l'aperçut, elle reconnut Blanche-Neige. De crainte et de frayeur, elle en resta comme paralysée. Mais déjà des pantoufles de fer chauffaient sur des charbons ardents. On les prit avec des tenailles, on les plaça devant elle, et elle dut y mettre ses pieds, et elle dansa jusqu'à ce qu'elle tombât morte sur le sol. L'histoire finit comme ça. Bon. Puis honnêtement, c'est le genre de détail que quand j'étais petit, je lisais les frères Grimm, j'aimais pas un gros ce genre de détails-là. Ça revient souvent, ça, le plancher ardent, puis les pieds qui brûlent, puis tout ça. Bon. Puis sur la belle-mère qui est invitée ou pas au mariage, je vous renvoie à un bouquin qui s'appelle Reclaiming the Dark Feminine, qui met de l'avant l'idée que tout le problème de l'Occident, finalement, c'est qu'on a peur du côté négatif d'une certaine forme de l'énergie féminine, qui peut sans doute s'exprimer aussi chez les gars, mais qui s'exprime peut-être plus facilement chez les filles, puis qui est en lien avec la métaphore de la marâtre, essentiellement. Puis c'est un des meilleurs bouquins que moi j'ai lu dans ma vie au niveau de l'influence que ça a eu sur ma propre pensée. Il y a des choses que j'ai rarement vues mieux exprimées que dans ce bouquin-là, puis c'est des pistes de réflexion cruciales. Vraiment, si c'est des sujets qui vous intéressent, Reclaiming the Dark Feminine, je mettrai la description, là, ça vaut vraiment le détour, ça vaut la peine. Puis l'idée est qu'il y aurait, tu sais, dans le cas de, c'est ça, un bel au bois dormant, je sais pas trop quoi, il n'y aurait pas eu de trouble si on avait juste accepté cette énergie-là, puis on l'avait accueillie et aimée sans la rejeter. Que le problème vient qu'on refuse cette énergie-là, fait que parce qu'on la refuse, elle se choque, entre guillemets, puis là, c'est là que le trouble commence. Là. Donc, mais ici, tu vois, la méchante reine, qui est une manifestation, à mon avis, assez claire de cette énergie-là, l'énergie féminine négative. Bon, ben là, ici, elle est invitée, mais c'est elle qui refuse d'y aller. Finalement, elle y va, puis elle est punie d'une manière grotesque et atroce. Pourquoi? Je ne sais pas. Une de mes hypothèses ici serait que, encore une fois, c'est peut-être une subsistance d'une histoire beaucoup plus vieille, comme dans le cas du Graal, n'importe quoi, qui sont des histoires qui remontent possiblement
À très, 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 très loin, là. Genre milliers d'années, là. Peut-être, selon certaines hypothèses. Mais bon, puis ça, c'est la fin de l'histoire. Ben, j'ai pas de conclusion. La conclusion, c'est... n'en tirons pas de conclusion. OK, mais c'est ça. Mais je dirais que c'est une lecture plus intéressante de La Belle de Blanche-Neige, puis des contes de filles. Puis c'est plus intéressant parce que je pense que c'est ça que ça fait, à mon avis. C'est ça que ça fait. C'est pas... Voilà. Je pense que c'est plus intéressant de lire ça comme ça que d'essayer de réécrire les contes de fées parce qu'on trouve que la version résumée en 2 lignes est un affront à nos sensibilités modernes, n'est-ce pas? Fait que, pourquoi c'est bon, Blanche-Neige? Parce que c'est une métaphore de notre conscience qui cherche à s'éveiller. Voilà.